Quel plaisir de recevoir à nouveau Thierry-Maxime Loriot, commissaire de 2 expositions présentées au Musée des Beaux-Arts de Montréal jusqu'au 8 septembre prochain. Thierry Mugler Couturissime et Montréal Couture qui présentent 10 créateurs québécois tels Philippe Dubuc, Marie Saint-Pierre, Marc-Antoine, Denis Gagnon, Ying Gao et j'en passe. Je dis à nouveau Thierry-Maxime Loriot parce que je vous ai reçu en septembre 2011 pour la très belle exposition La planète mode de Jean-Paul Gaultier de la rue aux Étoiles qui a connu, sans faire un mauvais jeu de mots, une tournée planétaire. Est-ce que Thierry Mugler avait vu cette exposition? Thierry Mugler avait vu des photos de l'exposition, mais n'avait pas vu l'exposition actuellement. L'exposition, c'est sûr, elle avait quand même beaucoup voyagé. Ça avait débuté à Montréal en 2011. Elle a tourné jusqu'en 2016. Il y a eu 2,3 millions de visiteurs qui l'ont vu partout à travers la planète. Voilà, c'est un produit du savoir-faire montréalais du Musée des Beaux-Arts de Montréal qui a voyagé partout à travers la planète. Puis donc, c'est sûr que Thierry Mugler, quand il a su que ce genre d'exposition-là était créé à Montréal, lui avait travaillé avec le Cirque du Soleil, il connaissait bien le Québec, il connaissait bien Montréal. Donc, c'est sûr qu'il nous a contactés pour faire ce projet-là. Donc, c'est lui qui est venu vous chercher. Oui, lui avait vu aussi d'autres expositions que j'avais réalisées. Puis je crois, en fait, ce qui l'intéressait, parce que ça fait quand même 25 ans qu'il refuse à tous les plus grands musées, que ce soit le Metropolitan à New York, le Viennet à Londres, tous les musées de mode à Paris aussi. Il avait toujours refusé parce qu'il y avait toujours cette crainte d'avoir une exposition, en fait, qui serait un peu une exposition funéraire. Puis lui, il n'avait pas envie du tout d'avoir une exposition chronologique. Donc, c'est sûr que j'ai une approche qui est peut-être plus thématique, qui est vraiment un hommage, en fait, une célébration du travail d'artistes, des couturiers, comme ça avait été fait avec Jean-Paul Gaultier, vraiment de travailler sur les passions, les obsessions, mais aussi de travailler pour transporter le public à travers différents univers, mais pas juste faire un parcours chronologique où on a la première, la deuxième, la dernière, troisième collection, puis qui est un peu ennuyant, en fait. Alors, pour les gens qui ne le connaîtraient pas, on va diviser l'émission en 2. Premièrement, son prénom, c'est Manfred Thierry Mugler. Où est passé ce Manfred? Ben, en fait, c'est une de mes premières questions que je lui ai posées. Ah. En fait, Manfred, c'est vraiment, il me dit que c'est son prénom enfant. Il est né à Strasbourg, donc très près de vraiment une dizaine de kilomètres de la frontière allemande. Mais il trouvait que c'était trop germanique puis trop difficile comme nom, moins romantique pour un couturier parisien quand il a commencé à faire de la couture. Donc, il s'est dit, Thierry Mugler, ça va sonner plus francophile, disons. Puis donc, j'ai opté pour ce nom-là, qui a repris par la suite quand il a pris ses distances avec l'industrie de la mode. Quel genre d'enfance a-t-il eu? Une enfance semi-normale, ce qu'il raconte. En fait, son père était médecin en chef à Vittel. Il travaillait aussi à Strasbourg. Une mère très spectaculaire qui mesurait 6 pieds, rousse, avec des épaules de nageuse, comme il l'a décrit, qui était une carte de mode, qui mettait des bottes cuissardes en daim rouge dans les années 60, assez imposante aussi, mais aussi très théâtrale, qui a vraiment été sa plus grande influence. Je dirais que sa mère... Puis, quand il a découvert le monde de la danse, à presque 10 ans, en fait, puis ensuite, il est devenu danseur professionnel pour l'Opéra national du Rhin, à Strasbourg. Puis, il a fait des tournées. Il a même été invité à travailler pour Maurice Béjart. En fait, tout cet univers-là du spectacle, c'est vraiment tout ce qui a développé cette mode qui est en fait une invitation à mettre en scène le quotidien des gens à travers le vêtement. Puis ça a vraiment été toujours sa volonté, c'était de donner cette possibilité-là aux femmes puis aux hommes de devenir une femme poisson, une femme chimère ou une vamp d'Hollywood, une femme superstar. Puis vraiment aussi, tous les BD quand il était enfant, que ce soit Superman, Batman, il y avait toujours cette fameuse femme fatale qui avait les cheveux parfaits, avec la grande robe fourreau en paillettes. Qui ferait toujours la façon de défendre puis de tuer les vilains puis de protéger le super-héros. Donc, c'est vraiment cette idée de femme forte, de femme de pouvoir aussi qu'on retrouve dans l'exposition. Mais différents thèmes, différentes inspirations aussi qu'on retrouve. Un enfant turbulent, ouais. Fugueur, mais très curieux. Très curieux, qui va, en fait, donc, la danse, le spectacle va vraiment lui ouvrir les horizons. Puis c'est vraiment à travers le vêtement. Le vêtement, c'est vraiment un accident parce qu'il crée ses propres vêtements lui-même, en fait, à la fin de son adolescence. Donc, il y avait des périodes, il me disait des périodes intergalactiques gothiques où il s'habillait un peu comme le chat botté, mais en version cuir métallisé.
Puis il disait, les gens, je rentrais au Café de Flore, les gens applaudissaient, mais je peux comprendre quand même, parce que c'était quand même assez spectaculaire. Mais d'autres choses aussi, comme par exemple des vestes fleuries. En fait, il allait vraiment à l'inverse des modes quand la mode hippie était installée. C'est le côté bohème. Lui, il allait pour des vêtements body conscious qu'on appelle très près du corps, vraiment qui soulignaient la taille. Donc, il était vraiment précurseur de ce que la mode actuelle allait être. Puis c'est vraiment quelqu'un, en fait, qui a défini la silhouette contemporaine qu'on retrouve maintenant, la façon dont nos vestes sont coupées, la façon dont les emmanchures sont créées sur les vestes, la façon dont les tailles sont plus cintrées sur les vêtements. En fait, c'est toute une déclinaison, en fait, du travail de Mugler. Oui, c'est aussi lui, je pense, qui a inventé le bouton à pression. Il n'a pas inventé le bouton à pression. Par contre, c'est celui qui l'a intégré dans le prêt-à-porter de luxe. Comme les fermetures éclairs sur les vestes, ça a été lui aussi qui a apporté ces innovations-là dans le vêtement. De voir des boutons pression, en fait, c'est vraiment pour des vêtements de travail à une certaine époque, mais dans le vêtement de luxe, c'est vraiment lui qui l'a intégré. Tout comme d'autres initiatives, comme par exemple, il y a une silhouette qu'on voit dans la dernière salle, dans la grande vitrine, dans la fin de la salle des robots, où on voit cette silhouette, en fait, qui est une robe plissée dans un tissu métallisé, où il y a des pantalons qui sont assortis. Donc, en fait, cette silhouette-là, qui date de 1978, c'était une des premières silhouettes qui présentait un pantalon assorti avec une robe portée par-dessus, qui maintenant est quand même une silhouette qui est assez actuelle. Les femmes portent des leggings ou même vont porter un pantalon sous une robe. Mais Thierry Mugler, qui avait pris cette silhouette-là, qui était inspirée des Maharajas, a vraiment été celui qui l'a intégré dans la mode contemporaine. Donc, il y a beaucoup de choses que vous allez voir que vous portez dans votre quotidien, que ce soit une veste zippée ou une veste avec des boutons pression ou encore un pantalon par-dessus ou des leggings par-dessus une jupe. En fait, c'est Thierry Mugler qui a inventé ces modes-là. Homme aux multiples talents, on vient de le voir, mais en plus, il est metteur en scène. Oui. Photographe. Tout ça. C'est plus facile d'énumérer ce qu'il n'a pas fait que... Un touche-à-tout. Oui, c'est vraiment un touche-à-tout, mais c'est une curiosité. C'est pratiquement obsessionnel, en fait. C'est toujours cette quête de la perfection. Parce que le défilé spectacle, comme on le connaît maintenant, en fait, c'est lui qui l'a instauré. Les défilés à une époque où on parle de Christian Dior, même au début d'Yves Saint-Laurent, c'est dans des salons de couture avec la directrice du studio qui énumérait le nom des modèles puis qui présentait les modèles un après les autres. Courrèges a instauré la musique dans le défilé de mode contemporain. Mais Thierry Mugler, c'est vraiment lui qui a développé, en fait, le défilé de mode comme on le connaît aujourd'hui, avec une scène, avec une bande-son, avec des thèmes, des fois, de regroupement de mannequins, puis aussi qui a donné naissance aux supermodels. C'est vraiment lui, en fait, qui a réutilisé toujours les mêmes mannequins à une époque qui était Jerry Hall, qui était Iman, Bowie, qui étaient toutes ces femmes superbes qui faisaient travailler toujours, qui faisaient ses parfums, qui faisaient ses campagnes publicitaires, qui faisaient tous ses défilés, puis qui étaient vraiment des femmes muglérisées, en fait. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a touché à tout. La façon que je l'ai défini, en fait, c'est pratiquement comme s'il utilisait la mode, puis tout ce qui pouvait être connexe à la mode pour créer une forme d'art total avec le vêtement, en fait. Que de la campagne publicitaire au développement du parfum, à une pub télé, au défilé, à la collection, tout était en fait sous son contrôle, aux éclairages, à la bande-son. C'était un univers Mugler qui était devenu un art total, finalement. Donc, il n'est pas cantonné. Et là, vous avez employé le mot parfum, et comme il ne fait jamais rien comme tout le monde, il crée des parfums gourmands. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? D'ailleurs, il y a un prototype dans l'exposition. Oui, bien ça, c'était assez intéressant. Lui, il me racontait, en fait, ce qui était assez fascinant, c'est qu'il m'a vraiment donné carte blanche, il m'a ouvert ses archives. C'était 7000 pièces, il fallait en choisir environ 150. Puis, il me parlait souvent des parfums qui, pour lui, étaient très importants. Puis, j'ai compris, en fait, pourquoi. Parce que même en lisant des anciennes interviews avec lui, comme par exemple, j'ai une interview qui date de 1979, puis même à l'époque, il racontait comment il voulait développer un parfum qui donnerait envie aux autres de dévorer l'autre personne, comme l'expression belle à croquer, en fait. En développant ce parfum-là, donc à partir de 1979, il y a eu plus de 600 essais qui ont été faits. Oh là là! Pour ses parfums. Puis finalement, son parfum Angel, qu'on connaît tous, est sorti en 1992, époque où il a fait sa première collection de haute couture, à une époque où la haute couture était considérée désuète et presque sur le bord de mourir. Donc, de lancer un parfum en tant que couturier contemporain, c'était assez révolutionnaire aussi. Yves Saint-Laurent l'avait fait, mais il y avait eu comme un vide, en fait, dans les années 80. C'était plus la mode qui était à la mode, c'était pas les parfums. Puis donc, Mugler, de créer ce parfum qu'on pouvait croquer, qu'on puisse dévorer, a réussi à l'aboutir, en fait, avec plusieurs tests qui ont été faits
fait avec Olivier Kress, qui est un parfumeur de Grasse. Mais en fait, c'est avec l'idée d'ajouter une molécule qui était utilisée pour l'industrie alimentaire qui s'appelle l'éthylmaltol, qui est utilisée pour la création de friandises qu'on connaît. Puis donc, en mettant cette molécule d'éthylmaltol dans le parfum, ça crée une famille de parfums gourmands. Il y a les parfums floraux, il y a différentes familles de parfums, mais donc la famille des parfums gourmands n'existait pas. Puis a été inventée en fait avec cette molécule ajoutée, puis qui a donné naissance aussi à une tonne de parfums par la suite. Je pense à J'adore de Dior ou encore Flower Bomb de Victoria Rolf, des parfums qui sont immensément populaires. Puis donc Angel a finalement été le parfum qui a donné naissance à toute cette grande famille. Vous disiez tout à l'heure, Thierry-Maxime Loriot, que l'exposition n'était pas chronologique. Alors les gens qui vont aller au Musée des Beaux-Arts doivent s'attendre à quoi? Ben, en fait, la façon que ça a été présenté, je pense que c'est important de savoir ces expositions-là. En fait, c'est créé pour le public. Hein? C'est vraiment pour inviter les gens au musée à découvrir un artiste, comment il s'exprime, mais aussi comprendre comment sa mode est mise dans un contexte actuel, puis comment, en fait, c'est une mode. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas une mode référencée par l'histoire de la mode. C'est une mode, en fait, qui provient d'un univers fantastique, que ce soit de la BD, des robots. Donc, vraiment, c'est une exposition pour toute la famille. Je dirais que vous ayez un enfant de 5 ans ou si vous avez des grands-parents de 90 ans, ils vont être autant émerveillés, je pense. Puis c'est pas pour vendre l'exposition, mais c'est vraiment un univers hors du commun. On n'a jamais accès à ces pièces-là. Comme je disais, il a refusé tous les plus grands musées du monde. Puis c'est à Montréal qu'on a la chance d'avoir cette grande première-là. Donc, la façon dont l'exposition a été divisée, donc par exemple, comme dans l'entrée, on a reçu des prêts exceptionnels du Centre national du costume de scène avec les costumes qu'il avait créés pour la Comédie française en 1985 au Festival d'Avignon aussi qui avait été présenté. Donc, tous les costumes sont prêtés pour la première fois et rassemblés pour la première fois dans cette salle qui est magique, vraiment avec une entrée où vous avez Lady Macbeth qui apparaît en hologramme, qui est animé, un hologramme grandeur nature. Moi, personnellement, j'avais jamais vu un hologramme grandeur nature dans un musée. Donc ça, on a travaillé avec le grand Michel Lemieux, de Lemieux-Pilon, qui a beaucoup travaillé aussi avec le musée. Donc, quelqu'un d'extraordinaire, avec une équipe extraordinaire vraiment aussi, puis avec 4DR qui se sont occupés des effets spéciaux. Donc, c'est toute la mise en scène, en fait, est aussi créée par le Musée des Beaux-Arts de Montréal sous la direction de Sandra Gagné, qui est l'architecte en chef, la magicienne avec Nathalie Bondil des expositions, puis qui réalise tous mes vœux les plus fous. Non, mais c'est vrai, mais c'est important aussi d'avoir des gens comme ça qui croient en fait à la possibilité de pousser la présentation muséale, de pousser les frontières de qu'est-ce que ça doit être, puis d'avoir une vision en fait un peu hors des sentiers battus, plutôt de faire comme une belle robe sur un beau mannequin. Si on peut aller dans les belles boutiques, il y en a plein. De proposer une aventure aux visiteurs, c'est autre chose. Donc, l'exposition a été créée en fait comme un opéra avec différents actes, que ce soit Lady Macbeth, que ce soit Star et Strass, que ce soit Belle de jour avec tout le côté haute couture, avec aussi la Fondation Helmut Newton qui prête pour la première fois des œuvres à un musée, qui est aussi une grande première, ou encore la salle des Métamorphoses où on voit toutes les inspirations du monde des animaux, de la faune, de la flore. Puis là, on a travaillé avec Rodeo FX, qui est un studio d'effets spéciaux. Peu de gens connaissent le nom Rodeo FX, mais quand on pense à Rodeo FX, on connaît en fait tout ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont fait tous les effets spéciaux pour Games of Thrones. Maintenant, ils font Stranger Things. Ils ont fait Birdman. Ils ont fait Arrival, Blade Runner. Donc, ils ont créé tout un univers, en fait, virtuel où on se retrouve dans une forêt, où on se retrouve sous l'eau, ou encore dans la salle des robots où on travaille avec Philippe Furhofer, qui est un metteur en scène allemand puis un artiste de Berlin, qui crée pour les plus grands opéras du monde. Thierry-Maxime Loriot, j'invite maintenant les gens à aller au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ils ont jusqu'au 8 septembre. Bravo à toute l'équipe et à très bientôt.